Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père Saint Jean, priez pour nous. Donc je vais vous mettre le plan d'aujourd'hui, de ce qu'on va faire. Alors, en introduction, je vais vous rappeler ce qu'on a vu la dernière fois, comme d'habitude. Voilà, à peine. Et puis, on commencera donc la démarche philosophique sur l'homme comme vivant. Avec un premier point, comme la dernière fois, c'est-à-dire un contexte particulier, actuel. Deuxième point, qui sera une approche, une approche de l'analyse philosophique. Un troisième point qui sera une première expérience de l'âme. Alors j'emploie ce terme, qui est un terme de tradition, de tradition religieuse. Il ne faut pas oublier ça. Et puis quatrième point, vraiment alors la découverte du principe propre du vivant. Ce qu'on appelle une induction philosophique. Qui est le mouvement contraire à la déduction, c'est-à-dire à partir du principe, on conclut à quelque chose de plus particulier qui est contenu virtuellement dans le principe. Là, l'induction, c'est le contraire, c'est-à-dire on part de l'expérience et puis on découvre un principe qui est un absolu. Un principe, c'est-à-dire au-delà duquel il n'y a plus rien. On ne peut pas aller plus loin dans la recherche philosophique qu'on a découvert ce principe premier parce qu'il est la première des causes de ce qu'on recherche, c'est-à-dire aujourd'hui du vivant, de l'homme comme vivant. On fait une philosophie de la vie, de l'homme vivant, plus exactement. Donc je vous rappelle, ce qu'on a dit la dernière fois, on avait commencé par parler d'une idéologie qui s'appelle le positivisme. Oui. Autour de merci. Le positivisme, le positivisme, ça vient d'Auguste Comte, qui est un scientifique de haut niveau, qui a découvert plein de choses, mais qui, du coup, on a fait une philosophie, enfin une pseudo-philosophie, parce que ce n'est pas vraiment une philosophie, disons un cadre de réflexion dans lequel il estime que il n'y a que la connaissance scientifique qui est valable, parce qu'on adhère à ce qu'on peut montrer et démontrer. Toutes les autres connaissances sont puériles, en particulier la foi, parce qu'on adhère à des choses qu'on ne peut pas démontrer. Et donc, ce n'est pas une connaissance mûre. Une connaissance mûre, c'est là qu'on adhère avec la certitude de la démonstration. Et donc, je vous disais la dernière fois que malheureusement, ces idéologies imprègnent notre culture et fait qu'on en est complètement imbibé sans s'en rendre compte. Et je vous donnais cet exemple aujourd'hui. Si vous interrogez les gens pour savoir quelle est la réflexion la plus poussée sur l'homme comme vivant, ils vont vous dire la médecine, la biologie, toutes les sciences actuelles. Comme si c'était la seule connaissance qu'on a sur l'homme vivant. Eh bien ça, c'est déjà du positivisme, parce que c'est la seule connaissance qu'on a. Il y en a d'autres, il y a d'autres idéologies, par exemple l'idéologie marxiste, qui, au point de départ, comme toutes les idéologies, sont fondées sur quelque chose qui est juste
et qui est tout à fait correct. Hein. Au moment de la révolution industrielle, il y a eu une exagération des patrons qui employaient des ouvriers, même parfois des enfants, en les faisant travailler, en les payant vraiment avec un lance-pierre. Donc il s'est ému de cela, et il a dit il faut qu'on lutte contre cet usage mauvais qui fait que les personnes ne sont plus respectées. Et ça, c'était juste. Mais il a généralisé, et ça devient plus juste. Hein. Alors, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que ça met dans la culture une opposition à l'égard de l'autorité. Vous voyez, c'est-à-dire que l'autorité n'est plus acceptée comme telle. On a un regard sur l'autorité qui est faussé. C'est-à-dire un regard de celui qui empêche d'être libre. Parce qu'il nous oblige à faire des choses et on ne peut plus faire ce qu'on voudrait, ce qu'on pense, et il n'y a pas de collaboration entre l'autorité et ceux qui sont soumis à l'autorité. Et ça, c'est dans la culture aussi. Hein. Bien souvent, nos enfants, quand ils arrivent à l'âge d'adolescent, on sait bien, il y a la crise qui fait qu'ils s'opposent aux parents. Alors, nourris par une culture comme ça, oui, la revendication des droits. Vous voyez, alors qu'on a vu, Aristote, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que le patron et l'esclave, entre guillemets, avec le sens qu'il donne au mot esclave dans la culture dans laquelle il était, le but du patron, c'est libérer l'esclave. Hein, on a vu ça en philosophie politique. Hein. C'est-à-dire que l'esclave n'a pas la prudence pour vivre. Le patron, il a la prudence, si c'est un vrai patron, hein, un vrai père de famille. Et donc, il éduque l'esclave à la prudence. On acquiert la prudence en faisant des actes de prudence. Et quand il est suffisamment prudent, autonome, alors il doit le libérer. Vous voyez, c'est exactement l'inverse. Et dans notre culture, il y a plusieurs idéologies comme ça, que notre culture a absorbées et qui fait qu'on ne vit que de ça parce qu'il n'y a pas autre chose. Alors, est-ce que la philosophie, c'est une autre idéologie ? Comment ça se fait que la philosophie peut nous donner le discernement, être lucide sur ces idéologies ? Eh bien, parce que la philosophie recherche la vérité de façon à ce qu'elle soit évidente. Une vérité évidente, l'intelligence est obligée d'y adhérer. À moins d'être de mauvaise foi et d'être complètement tordu, normalement, on adhère à une vérité évidente. Et la vérité évidente, ce n'est pas celle que donne la science. On part de l'expérience, comme on a dit, on analyse et on aboutit à certaines conclusions, mais évidentes. Et donc l'intelligence est forcée d'adhérer. Et en faisant cette démarche, on a vu en éthique, par exemple, l'éthique du bonheur, l'année dernière, la politique. Vous avez bien vu qu'il y a des vérités qui sont évidentes et qui fait que ça fait sauter, on se rend compte, on devient lucide sur les erreurs des idéologies que comporte la culture. Voilà. Alors on avait donc parlé de ça, et puis on s'était posé la question de la science, parce que la philosophie prétend être scientifique, et les scientifiques prétendent aussi être scientifiques. C'est comme s'il y avait deux aspects de la science. Vous voyez, une science des sciences positives, mathématiques et tout ça, et tout ce qui en dérive. C'est les applications de la mathématique en physique, et puis toutes les sciences humaines aussi. Et puis la philosophie. La philosophie qui est une science, tout à fait, mais d'un autre type. Mais qui a les qualités de la science. C'est-à-dire rendre la vérité évidente avec des liens de nécessité au point qu'on ne peut pas dire autre chose. On ne peut pas dire autre chose. Alors, on avait souligné aussi un deuxième aspect du contexte, c'est-à-dire alors là, c'est plus un aspect qui est plus spéculatif, c'est-à-dire la phénoménologie. C'est un mot un peu compliqué qui vous dit certainement pas grand-chose,
Mais logos, tout ce qui se termine par logie, ça vient du grec logos, qui veut dire le discours, la réflexion, le raisonnement, enfin toute la recherche d'intelligibilité. Et phénoménon, donc c'est le phénomène. Donc le discours, c'est le phénomène, mais le phénomène entendu au sens où ce qui apparaît à la conscience. Un phénomène, ce qui apparaît à la conscience. Donc, qui a donné comme dérivé, comme conséquence, toutes les démarches d'introspection. C'est-à-dire, puisque, au fond, la phénoménologie ne se rapporte plus à l'expérience des réalités, mais elle, en se fixant sur ce qui apparaît à la conscience, et c'est ça l'objet propre de la phénoménologie, ce n'est plus le contact avec le réel. Le contact avec le réel est présupposé, parce que ce qui apparaît à la conscience, c'est l'expérience qu'on a des réalités. Et il peut y avoir aussi d'autres aspects de la conscience qui sont alors complètement séparés de l'expérience de la réalité. Mais le phénomène, donc c'est Husserl qui a, à la suite de Descartes, il dit qu'il s'appuie sur Descartes pour faire ça. Il fait ce qu'on appelle l'époqué en grec, c'est-à-dire on met entre parenthèses le jugement d'existence, c'est-à-dire le jugement de l'intelligence qui exprime le contact avec le réel. Ceci existe, cette table existe, je vois cette table, je la touche, elle fait du bruit quand je frappe, elle existe. Et ça, c'est ce qu'on appelle un jugement d'existence. L'intelligence juge et discerne que cette réalité existe. Eh bien, Husserl met entre parenthèses ce jugement d'existence. Donc, on se coupe de la réalité pour s'intéresser uniquement à ce qui apparaît à la conscience et analyser ce qui apparaît à la conscience. Donc, de là, toute l'introspection, toute la psychologie, tous ces aspects-là qui sont des recherches intérieures. Alors, on se disait, la philosophie là-dedans, est-ce qu'elle peut dire quelque chose? Puisqu'au fond, on avait découvert aussi que la vie se caractérise, on va y revenir, par un principe de vie qui est à l'intérieur. Contrairement au mouvement de l'univers physique, ce mouvement de l'univers physique, il est toujours mu par un autre. Prenez n'importe quel devenir de l'univers physique, je ne parle pas des arbres, ce sont des vivants, je ne parle pas des plantes, mais la terre, l'air, le feu, l'eau, c'est toujours un mouvement subi par un autre. Tandis que le vivant, il a son mouvement propre. Donc c'est ce qui caractérise comme devenir, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé, c'était le deuxième point du rappel, comment se pose la question philosophe du vivant. À partir de quoi? Vous vous rappelez que le philosophe, il commence son analyse par une question, parce qu'il est confronté à quelque chose et il veut savoir. Donc il commence à poser des questions et puis à réfléchir. Donc, comme le vivant a en propre d'avoir le principe de sa vie en lui-même, il n'est pas mu par un autre. Bien sûr qu'il est mu par un autre comme tout l'univers physique, parce que notre corps, bon, on le sait au plan de vie chrétien, il est tiré de la terre, mais notre corps appartient à l'univers physique. Donc il est mu aussi. Je tombe, je glisse sur une peau de banane, ça c'est pas le vivant, c'est l'attraction de la terre. Mais justement, quand je marche, je lève la jambe. Je fais un mouvement contraire à celui de l'univers physique. Donc il y a bien en moi un principe qui dépasse et qui est victorieux du mouvement de l'univers physique. Donc, si le vivant est celui qui a le principe de son mouvement en lui-même, pourquoi ne pas s'intéresser à ce que dit la phénoménologie, c'est-à-dire la réflexion sur ce qui apparaît à la conscience. La vie est immanente, elle est en nous. Le principe de vie, ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui me meut. Elle est en nous. Et donc, si la phénoménologie s'intéresse à la vie intérieure, pourquoi ne pas la regarder?
Alors, on avait justement répondu à cette question en disant que la philosophie scientifique s'intéresse à l'homme tel qu'il est, dans sa vie ordinaire de tous les jours. Et dans sa vie de tous les jours, il a besoin d'entrer en contact avec le réel. Il ne peut pas vivre séparé du réel. C'est pas possible. Hein, à moins qu'il y ait des cas exceptionnels. Hein, mais autrement, normalement, l'homme vit en contact avec le réel. Et puis, l'aspect scientifique n'est pas du tout le même. Tout ce qui dérive de la phénoménologie, comme la psychologie et tout ça, l'aspect scientifique, c'est la nécessité du processus vital. C'est-à-dire un antécédent, un conséquent qui sont liés nécessairement. C'est-à-dire une espèce de loi du processus vital. Une loi. Mais ça, c'est répondre à la question du comment. Comment la vie s'opère, comment la vie se déroule. Et donc, on met des références et des liens de nécessité entre antécédents et conséquents, mais ce n'est pas une recherche des causes. Pourquoi ça se passe comme ça? Seul le philosophe qui recherche les causes peut donner une lumière. Donc, est-ce que le philosophe peut parler je viens de vous le dire, des idéologies, oui, et je vous ai expliqué pourquoi. Est-ce que le philosophe peut dire quelque chose sur la phénoménologie? Oui, bien sûr. Parce qu'il recherche la cause première, qui éclaire tout le reste. Alors tout ce qui rentre dans l'aspect de la vie est éclairé par cette cause première. Et quand on l'aura découvert, on verra. Et donc il peut dire des choses pertinentes. Que ni la science, ni la phénoménologie, qui sont intéressants. Il ne s'agit pas de dénigrer ou de mépriser ni la science, ni la phénoménologie, parce que la science, dans l'ordre matériel, dit des choses que le philosophe ne peut pas dire. Parce que la science a des instruments qui vont très profondément dans la matière et que le philosophe ne peut pas faire. Il n'a pas d'instrument. Il a son intelligence, c'est tout. Mais ce qu'il peut dire sur la matière ne sera pas aussi pertinent que ce que le philosophe peut dire sur la matière. Pourquoi? Parce que la matière, elle n'existe pas seule. Elle existe avec une forme. Et c'est la forme qui donne la vraie intelligibilité de la matière. Quand on aura découvert le principe propre de vie, on dira l'homme est constitué d'un corps et d'une âme. Et l'âme est forme du corps. C'est elle qui donne l'intelligence de la matière. Pourquoi? Quand un homme meurt, son corps devient un cadavre. L'âme n'est plus forme de ce corps. Alors le scientifique va aussi faire la différence entre un corps vivant et un corps mort. Dans son analyse, il peut très bien faire la différence. Mais il n'a pas l'intelligibilité du pourquoi. Il dira, c'est un corps mort, mais il ne sait pas pourquoi. C'est un corps vivant, et puis il peut donner dans le processus vital qu'il y a des fonctions qui ne marchent plus, et quand elles ne marchent plus, c'est la mort. Mais en réalité, la cause, c'est que l'âme qui est forme du corps a disparu. Elle est séparée du corps. Seul le philosophe peut donner cette explication qui donne à la matière sa vraie intelligibilité. Quand l'âme est forme du corps, c'est un corps humain. Quand elle n'est plus, elle est séparée du corps, ce n'est plus un corps humain. Le scientifique ne peut pas dire ça. Parce qu'il ne s'intéresse qu'à la matière. Donc il constate, mais le pourquoi, il ne le sait pas. Donc tout ce qui s'intéresse, comme la science, à la matière, donne des lumières intéressantes qui interrogent le philosophe. Qui interrogent le philosophe et l'obligent
à réfléchir sur certaines questions auparavant, il laissait tomber, quoi, parce qu'il ne savait pas les dernières découvertes. Autre chose, c'est que le scientifique, lorsqu'il analyse, il peut séparer du corps une fonction vitale pour l'analyser et pour approfondir le processus vital. Par exemple, dans la génération, on peut faire une fécondation en dehors de l'homme, séparée de l'homme. Donc il s'intéresse à l'efficacité, le processus de vie. Mais en philosophie, on sait bien que dès qu'on sépare de l'homme, ce n'est plus humain. Ce n'est plus humain. Et donc on n'a pas l'intelligence du processus qu'on est en train d'analyser, même si c'est pour la science et pour, l'intention du scientifique, c'est pour aider justement ce processus quand il y a des anomalies, quand il y a des blocages, quand il y a des empêchements. Mais on peut séparer l'organe du corps de l'homme pour l'analyser et le faire fonctionner artificiellement. Et analyser, alors, il y a des très belles choses. Mais du coup, si c'est séparé de l'homme, on n'a plus l'intelligence de la finalité. Pourquoi? En vue de quoi? Vous voyez, quand on fait des analyses scientifiques sur la génération, on est capable aujourd'hui de séparer certains aspects de la génération, de les analyser en détail scientifiquement, mais séparés de l'homme, on ne regarde plus que l'efficacité, le processus, alors que la génération, elle fait appel à l'amour. Et sans l'amour, on n'a pas l'intelligence. Vous voyez, si le scientifique s'intéresse au processus efficace de la vie par la génération, par exemple, en séparant de l'homme, il n'a pas l'intelligence du pourquoi. Ce n'est pas d'ailleurs son rôle de s'intéresser à ça. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de regarder le processus vital, de l'améliorer, de corriger, pour aider la vie à se produire. Mais si on n'a pas la finalité, ce pourquoi il y a la génération, c'est à cause de l'amour. Et l'amour, il est d'abord spirituel, que le scientifique ne peut pas atteindre. Et là, je ne parle pas de morale, hein. On va le voir. Je reste au niveau du vivant. Hein? La vie, alors ça c'est une autre chose, vous voyez. La vie, elle est en vue de quoi? Pourquoi est-ce qu'on vit? Seul le philosophe s'intéresse à cette question. Hein? Le scientifique ne peut pas, il n'a pas à s'intéresser à cette question, ce n'est pas son rôle. Pourquoi est-ce que l'homme vit? C'est une grave question, hein, que le philosophe doit se poser. Pourquoi est-ce qu'on vit? Et là, je ne suis pas dans le domaine religieux. Hein. Je ne suis pas dans le domaine religieux. Je ne pense pas à Dieu ou à... Oui, je suis au plan philosophique. Pourquoi est-ce qu'il y a la vie? Pourquoi est-ce qu'il y a la vie? Eh bien, si on regarde toutes les activités vitales que nous avons dans la journée, vous vous levez, et puis aujourd'hui vous êtes de bonne humeur parce qu'il y a l'école Saint-Jean. Donc, vous êtes en forme. Et puis le lendemain, il faut reprendre le boulot. Donc vous avez le moral en bas. Hein? Donc il y a des hauts et des bas comme ça. Hein? Et puis après, vous allez prendre, avant de prendre le petit déjeuner, vous allez prier un petit peu. Offrir votre journée au Seigneur. Et puis après, vous prenez le petit déjeuner. Puis après, vous analysez, vous allez voir, hein, dans la journée, il y a des milliers d'actions vitales qu'on fait. Hein? Et pourtant, c'est toujours moi qui vis. C'est moi qui vis. Je suis un vivant qui intègre des milliers d'activités vitales. Alors si c'est moi qui vis, ça veut dire que tout est réduit à l'unité. Cette multiplication d'opérations vitales si diverses, comme c'est moi qui vis, il n'y a qu'une seule vie en moi. Ça veut dire qu'il y a un ordre. Si cette multiplicité est réduite à l'unité, elles sont ordonnées.
les unes aux autres. Il y a une finalité. Et la finalité, c'est quoi? C'est la vie. Je vis pour vivre. C'est tellement vrai que j'expérimente dans cette diversité vitale qu'il y a des opérations basiques, je dirais, du corps, hein, respirer, se nourrir, et puis cette vie du corps, elle grandit, et puis après, on atteint un sommet, et puis on redégringole. Hein. Mais tout n'est pas comme ça. Il y a un autre aspect de la vie qui ne connaît pas cette courbe du corps, mais qui connaît une croissance jusqu'à une certaine limite. Hein. Après, c'est fini, il y aura la mort, et puis il y aura la mort, voilà. Mais ça ne suit pas la vie du corps seulement. Par exemple, l'amour. J'aime une personne, même si le corps atteint un sommet et qu'après l'amour continue de grandir. Donc il y a autre chose que la vie du corps. Il y a autre chose. Ce qui veut dire aussi que je ne peux pas réduire ma vision de l'homme comme vivant simplement au corps. Donc la science n'est pas ce qui me donne la vision la plus ample de l'homme comme vivant. Ça me dit des choses très intéressantes, mais ça ne me dit pas tout. Alors pourquoi il y a cette diversité si grande entre la vie du corps et puis l'amour ou l'intelligence? Je comprends de plus en plus de choses, je m'instruis, j'ai des compétences nouvelles, etc. Eh bien, je comprends aussi que cette vie du corps, elle est fragile. L'autre vie, qui est plus spirituelle, disons, elle n'est pas soumise au même conditionnement. La vie du corps, elle est conditionnée. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais construire des maisons pour me protéger des intempéries. Je vais faire mon jardin potager pour me nourrir. Je vais... Vous voyez, il y a des opérations vitales qui sont en vue de la vie. Parce que si je ne fais pas ça, eh bien, ce qu'il y a de plus profond en moi, comme l'amour, ne pourra pas aller jusqu'au bout, à cause de la fragilité de la vie du corps. Donc voilà un aspect de la finalité. Hein, je vous disais, toutes les opérations vitales que vous faites dans la journée, la multiplication se réduisent à l'unité parce que c'est moi qui vis. Il y a un ordre, et cet ordre, c'est un ordre de finalité. C'est-à-dire tout ce que je fais dans la journée, il est en vue de l'épanouissement de ma vie, en vue de la croissance vitale. Normalement, ça devrait être comme ça. C'est pas toujours comme ça, hein, mais ça devrait être comme ça. Vous voyez ? Seul le philosophe peut mettre en lumière cette chose-là. C'est tellement vrai que vous voyez dans la nature, ça se reproduit, même chez les végétaux. L'homme se construit un conditionnement vital en vue de sa propre vie. Donc je sais, les maisons, le jardin potager, etc. Eh bien, dans la nature, vous voyez la même chose. Vous qui appartenez à la nature, hein, dans le 04, vous avez constaté, par exemple, que les chênes créent leur milieu de vie. Autour du chêne, vous voyez un espace que le chêne tout seul crée pour l'épanouissement de sa vie. Et ce n'est pas la seule chose. Les animaux, c'est pareil. Et c'est en vue de quoi? C'est en vue de la finalité de la vie. C'est pour qu'ils puissent grandir, s'épanouir, porter du fruit, etc. Qu'il ne soit pas entravé dans sa vie. De là, vous voyez, la culture marxiste de l'opposition entre les vivants, le struggle for life, hein, la lutte pour la vie.
c'est le plus fort qui vainc. C'est le plus fort qui impose sa loi aux autres. On reverra ça, l'évolution, la théorie de l'évolution, struggle for life. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est un regard de lutte pour la survie? C'est ce qu'on enseigne à nos enfants à l'école, hein? L'évolution, comme théorie de la vie. Alors, je continue. Donc, je peux poser oui. une question. Et alors, à propos du transhumanisme, alors pour le coup, Oui. donc il y a des hommes qui cherchent à ce que la courbe du corps ne soit pas ainsi, mais soit ainsi. C'est ça? Oui. Le transhumanisme, c'est d'abord, il y a beaucoup de choses dans le transhumanisme, mais c'est en particulier aujourd'hui faire, comme je vous l'avais déjà dit une fois, un homme hybride. C'est-à-dire moitié robot, moitié humain, grâce à l'ordinateur. Se faire implanter des microchips dans la tête pour être en contact direct avec l'ordinateur et profiter de tout ce qu'apporte l'ordinateur. En fait, l'homme deviendrait un prolongement de l'ordinateur. Non, oui, c'est une perversion. Normalement, c'est l'ordinateur qui est prolongement de l'homme, c'est qui raisonne. Oui, tout à fait. Oui. C'est parce que, vous voyez, là aussi, hein, ça vient directement d'un manque de philosophie du vivant. On réduit l'homme à la matière. Et donc la matière, elle connaît des déficiences, l'ordinateur, non. Dans sa compétence propre, il n'a pas de déficience. Il peut raisonner, de faire des raisonnements très compliqués et très parfaits. Et donc, pour pallier aux déficiences de l'homme, on s'allie à l'ordinateur pour... Oui. L'intention est toujours celle-là. La science dont les conséquences sont la technologie, elle est au service de l'homme. Normalement, elle devrait être au service de l'homme. Hein. Voilà. Et c'est justement quand, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, le scientifique, il s'intéresse à l'efficacité au processus de vie. Il ne se pose pas la question de la finalité. Donc il peut y avoir des perversions. C'est-à-dire que ce qu'on fait pour la vie soit contraire à la vie de l'homme. Vous voyez, il y a certaines pratiques au niveau de la génération qui sont contraires à l'amour, donc contraires à la vie de l'homme. Parce que la science, qui a une intention qui est bonne, hein, mais si on pense que c'est la seule connaissance sur le vivant qu'est l'homme, eh ben voilà, vous voyez, il n'y a que le philosophe qui s'intéresse à la finalité, le pourquoi de la vie. Et c'est très simple, hein, en regardant la multiplicité qui s'ordonne à l'unité, ça n'est possible que s'il y a une assomption de toutes ces facultés, de toutes ces opérations vitales par quelque chose de plus grand, qui peut intégrer en elle. Et ça, c'est la finalité. Oui. Qui seul peut faire ça. Alors, donc, on avait vu dans cette introduction, et puis, vous voyez, j'ai récemment vu un film qui s'appelle Nefarious. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film. C'est un film chrétien, Nefarious. Qu'est-ce que c'était? Je vous le dis parce que c'est typique du positivisme. Alors, c'est l'histoire, ça se passe aux États-Unis, c'est l'histoire d'un homme qui est condamné à la chaise électrique. Parce qu'il a été un tueur à répétition, il a fait 6 ou 7 morts, je ne sais plus combien. Et avant l'exécution, le psychiatre doit le rencontrer pour dire s'il est malade ou non. Parce que s'il est malade, la chaise électrique lui est évitée. Mais s'il n'est pas malade, alors le psychiatre rédige un rapport et en fonction de ce qu'il dira, on sauve la vie du prisonnier ou on le condamne à la chaise électrique.
Il se trouve que ce prisonnier, il est possédé par le démon. Et donc, le démon veut absolument que cet homme meure pour créer un désespoir en lui et le séparer de Dieu, évidemment. Donc, il montre au psychiatre qu'il n'est pas un homme seulement, mais qu'il y a une entité qui l'habite. Donc, tous les critères de possession, donc une force surhumaine, il est enchaîné. Hein. Quand il est en face du psychiatre, il est enchaîné à la table avec des chaînes. Il ne peut pas se lever. Enfin, il peut se lever, mais il ne peut pas faire plus, quoi. Il dit donc une force surhumaine, parce qu'à un moment donné, il fait péter les chaînes et puis il se jette sur le psychiatre pour l'étrangler. Il dit des choses qu'il ne peut pas savoir. Il lui dit, avant la fin de notre rencontre, tu auras fait 3 meurtres au psychiatre. Donc, sa maman, il l'a euthanasiée parce qu'elle était dans des souffrances terribles, donc il l'a euthanasiée. Sa femme, il l'a fait avorter, et il va signer que, au fond, il n'est pas malade. Donc 3 meurtres. À l'avance. Le psychiatre, qu'est-ce qu'il fait? Il pense que, au fond, c'est la science donnera un jour une explication à tout ça. La science, un jour, comprendra. Et donc, il n'arrive pas à montrer que cet homme, il ne peut pas, est possédé par le démon. Et du coup, à cause de l'emprise de la science sur sa tête, il était formé comme ça, il n'arrive pas à atteindre le réel. Voyez? Et penser, connaître des choses au moment où elles se passent. Parce que quand sa femme se fait avorter, il lui dit, tu vas recevoir, tu vas le savoir. Elle se fait avorter dans 1 heure ou 2 heures. Et lui, il sort pour téléphoner, et c'était vrai. Comment il peut le savoir? Et il donne tous les signes. Mais enfermé dans ce positivisme de la science qui expliquera toujours, il n'y arrive pas. Et à la fin, donc quand il se jette sur lui et puis il commence à l'étrangler, il signe. Il signe en disant que... Il est malade. Non, qu'il n'est pas malade. Parce qu'il s'est jeté sur lui pour l'étrangler. Il a fait l'expérience, c'est ça. Voilà, c'est une grosse difficulté parce que les psychiatres ou les psychologues, ils parlaient de dissociation de personnalité, parce que chez le prisonnier, de temps en temps c'était le démon qui parlait, de temps en temps c'était l'homme qui était sous l'emprise du démon. Un changement de personnalité qui ressemble à une dissociation. Hein. Voilà, donc... Alors, revenons à nos moutons. Donc, c'est l'aspect de l'affrontement, enfin, c'est pas un affrontement, mais la diversité des regards entre la science et la philosophie qui doit être extrêmement nette pour vous, hein, parce que sinon, on entre dans le regard de plus en plus de la science et on ne sait plus discerner les lois qu'on nous fait voter, enfin qu'on ne vote même pas, que nos députés votent, et on ne sait plus, et on se laisse prendre. Vous voyez, il faut avoir... c'est pas commode, parce que quand vous êtes dans une ambiance un peu affective, vous voyez, on crée une ambiance affective. Et puis, vous discernez, non, c'est pas ça. Et vous êtes seul. Vous êtes seul, il faut avoir le courage d'être seul pour... je dis pas être témoin de la vérité, mais pour être fidèle à la vérité pour soi-même. C'est pas facile du tout. Quand on crée une ambiance affective, et puis vous dites, mais peut-être que je me suis trompé, parce que tout le monde va dans le même sens. Vous voyez, vous commencez à avoir des doutes sur ce que
sur vos convictions. Parce qu'il y a la pression de la communauté. Même si elle ne s'exerce pas tangiblement, c'est quand même pas commode. Hein. Dans un climat affectif, vous allez dire, mais je vais rompre cette unité merveilleuse affective, parce que je vais dire que non, je ne pense pas comme ça. Il faut avoir de la force, hein, pour être témoin de la vérité jusqu'au bout, même dans un milieu qui est contraire. C'est pas simple. Voilà, alors, dans le vivant, j'espère que vous avez bien compris quel était le regard philosophique, et du coup, ça pose la question, quelle est l'expérience, aux philosophes, hein, quelle est l'expérience au point de départ pour une réflexion philosophique du vivant? Puisque le principe de vie est en moi, quel est le jugement d'existence? Mais c'est un grave problème. Hein. Le jugement d'existence, c'est le contact avec le réel. Cette table existe, avec le réel qui est autre que moi. Là, le principe de vie, il est en moi. Alors, quel est le point de départ? Hein, on avait fait toute une réflexion l'année dernière sur le point de départ de la philosophie. Ah, je suis un peu coincé. Hein. Je suis un peu coincé parce que la vie, il y a une source en moi, une source de vie. Comment atteindre objectivement cette source de vie pour analyser philosophiquement? Alors je laisse de côté le vécu. Hein. Comme je disais tout à l'heure, hein, vous réveillez, vous êtes de bonne humeur, vous réveillez, vous êtes de mauvaise humeur, et puis toute la journée, vous avez des états d'âme différents. Ça, on ne peut pas s'en servir parce que c'est trop contingent. Il n'y a pas de nécessité. Ça va, ça vient, ça disparaît, ça réapparaît. On ne peut pas faire une analyse philosophique à partir de là. Il faut quelque chose d'objectif. Le quelque chose d'objectif, c'est que je sais, j'ai cette source de vie en moi. Mais comment l'atteindre de façon objective, sans qu'il y ait tout cet aspect, oui, tout cet aspect qui est, c'est pas si facile que ça. Et ça pose une vraie question. Parce que cette vie, qui c'est qui peut en faire l'expérience? Comme le principe de vie est en moi, il n'y a que moi qui peut faire cette expérience. Ce que je vis moi maintenant, vous ne pouvez pas le savoir, parce que vous ne vivez pas la même chose que moi. Ce que vous, chacun d'entre vous vivez maintenant, je ne peux pas le savoir. Parce que c'est trop personnel. C'est trop personnel. Cette source de vie en moi, elle fait corps avec moi, avec tout ce que je suis. Et tout ce que je suis, c'est une personne qui est irremplaçable. C'est une personne qui est unique. Il n'y en a pas deux qui sont égales. Alors comment je fais? Vous voyez, quand on regarde la vie des autres à l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas la source. On voit les effets de la vie. C'est-à-dire la vie en superficie. Mais ce qui m'intéresse, c'est de saisir ce principe en philosophie. Parce que c'est ça qui est la source. Et je recherche toujours ce qui est premier, ce qui est source, ce qui est cause. Donc je ne peux pas m'intéresser comme je faisais pour le travail. Je regarde un artiste, je vois ce qu'il fait, et puis à partir de là, je peux commencer à analyser. Vous voyez, il fait une œuvre, il travaille la matière, ça c'est visible. Donc il y a dans l'artiste quelque chose qui est réalisé dans la matière, donc qu'il porte en lui avant. Ça sera l'inspiration. Et puis tout le processus intérieur, ça je peux faire ça. Parce que je vois de l'extérieur comment travaille un artiste. Mais en plus, la philosophie du vivant, elle veut être scientifique. C'est-à-dire quelque chose d'universel. Si c'est scientifique, il y a une nécessité. Et donc cette nécessité, elle est vraie pour tout le monde, sinon c'est pas nécessité.
Et là, je dis qu'il y a une source de vie en moi qui est si personnelle que personne d'autre que moi peut faire l'expérience de ce que je vis. Alors comment élaborer une philosophie scientifique universelle avec ça? Ah, la question est pas si simple que ça. Hein. Pas si simple que ça. On veut atteindre Alors, une certitude. Comment? On veut atteindre une certitude. L'évidence. L'évidence. Plus, parce que je peux être certain sans évidence, hein, comme la foi chrétienne. Je peux être certain sans... Voilà, c'est ça. C'est Descartes hein, qui fait la confusion entre évidence et certitude, parce qu'il est scientifique, donc il veut la certitude. Hein, que donne la science. Voilà. Avec la culture, hein, ça... Voilà, alors, comment faire hein, pour faire une analyse scientifique du vivant, de l'homme comme vivant, à partir d'une source qui est en moi et qui est en chacun d'entre nous. Donc il faut saisir quelque chose lié à la source, mais qui est objectif. Alors le réalisme, on le sait, hein, le réalisme c'est quoi? C'est le contact avec le réel. Qu'est-ce qui est existentiel? Parce que le réel, il existe. Hein. Le jugement d'existence, c'est atteindre l'existé de la réalité. Ceci existe. Qu'est-ce qui est lié à la source qui est en moi et dont je peux faire un jugement d'existence? Qu'est-ce qui existe en moi de cette vie? C'est quoi qui existe? Je vous ai dit la dernière fois, la vie, c'est une abstraction. Vous n'avez jamais vu la vie. Vous voyez des personnes vivantes. Mais la vie, non. Qu'est-ce qui existe? C'est l'opération vitale. Je respire, je mange, je marche, je réfléchis, j'aime. Ça, ce sont des opérations de vie. C'est ça qui existe dans l'homme vivant. C'est ça qui existe. Et pour objectiver ces opérations vitales, il faut qu'elles soient liées à la réalité externe. Alors, toutes mes opérations vitales ne sont pas liées à la réalité externe. Mais je commencerai l'analyse le plus objectivement possible à partir de ce qui existe dans la vie, c'est l'opération vitale, en tant qu'elle est liée à la réalité externe. Vous voyez, j'ai quelque chose d'objectif en moi qui est cette source de vie, quelque chose qui est objectif au terme, qui est la réalité que j'atteins. Et entre les deux, quelque chose d'objectif qui est aussi l'opération vitale. Même si, dans le processus vital, ces opérations vitales prennent des formes très diverses chez les uns et chez les autres. Mais au moins, j'ai quelque chose d'objectif là. Et je peux commencer à faire une analyse de la philosophie de l'homme comme vivant. Vous voyez, l'impact, je vais donner un autre exemple de l'impact du positivisme sur l'étude de la vie. La connaissance humaine est une connaissance qui, à son sommet, est une connaissance de l'intelligence, qui se sert de l'expérience sensible. Je touche, je vois, j'entends parler, et je finis, vous voyez, si je ne vois pas une personne, si je ne l'entends pas parler, je ne peux pas la connaître. Pour la connaître, il faut vraiment que je la rencontre, que j'échange, etc. Et petit à petit, je commence à la connaître. Donc mon intelligence se sert de l'expérience sensible. Et puis entre les deux, entre les cinq sens et puis l'intelligence, alors il y a tout un aspect imaginatif, de mémoire, etc., qui sont pour une part sensibles. Hein, l'image, c'est quelque chose de sensible, intérieur, mais sensible. Je vois, j'ai des représentations. Eh bien, tout cet aspect de connaissance sensible intérieure est régi par ce qu'on appelle des sensibles communs. C'est-à-dire des perceptions sensibles qui se font à partir des informations des sens externes.
Quand je vois la table, je l'entends, je la vois, je la touche. Et tout cela me donne une représentation de la table. Cette représentation de la table, elle est commandée par ce qu'on appelle les sensibles communs, qui sont mouvement, repos, grandeur, nombre, figura. Il y en a 5. Le dernier, oui. Figura, la figure. Alors ça, c'est un truc qui est un peu compliqué au plan philosophique. Voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans. Hein. Mais vous voyez, grandeur, mouvement, repos, grandeur, nombre, figura, ce sont tous des sensibles liés à la matière. Mouvements qui sont perceptibles par les 5 sens, par plusieurs sens à la fois. Par plusieurs sens à la fois. Si je suis positiviste comme Descartes, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est mesurable, et les sensibles communs sont mesurables. Donc j'occulte, c'est pour ça qu'après il y a eu la phénoménologie, j'occulte tout le contact de l'homme avec la réalité externe par les 5 sens. Parce que les 5 sens ne saisissent pas en premier lieu la matière. L'œil saisit d'abord la couleur, qui n'est pas matérielle. Elle est matérielle parce qu'elle est sur une surface. Mais je saisis la couleur. Et à cause du contraste des couleurs, je vois la matière. L'oreille saisit le son. Le toucher saisit humide, sec, rugueux, lisse. Et le goût, etc., c'est un toucher intérieur. Et l'odorat, pareil. C'est ce qu'on appelle des sensibles propres, propres à un seul sens. La couleur, je la vois qu'avec les yeux, pas avec les oreilles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les techniques, on inverse un petit peu. J'entends les couleurs et je vois les sons. Vous savez que certains groupes de musique mettent en arrière-fond comme un kaléidoscope en rythme avec la musique. Donc vous avez l'impression de voir la musique parce que les formes et les couleurs varient avec la musique. Ça porte un nom, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Bon, c'est pas grave. C'était des illusions. Hein, voilà. Alors, si je suis positiviste, je me fie qu'aux sensibles communs. Et les sensibles propres, je les mets de côté. Parce que ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. La couleur, c'est une qualité. Le son, c'est une qualité. Le lisse, le rugueux, tout ça, c'est des qualités. L'intelligence a une approche de la réalité par la qualité, pas par la quantité en premier lieu. Alors, qu'est-ce qui est plus essentiel pour l'homme vivant? C'est la qualité ou la quantité? Vous préférez une bouteille de vin de qualité ou la bouteille de la coopérative? Il n'y a pas photo. Hein. C'est la bouteille de bon vin. Ce n'est pas la piquette. Oui, la vie est liée à la qualité. En premier lieu, je ne dis pas qu'il n'y a pas de quantité, mais en premier lieu à la qualité. Pas à la quantité. Donc si j'ai un regard positiviste, où c'est la quantité qui compte, parce que c'est ce qui est mesurable. Et mesurable, comment? De l'extérieur. Et la vie, elle est intérieure. Donc comment j'atteins la vie avec la science? Puisque je suis toujours dans un regard extérieur. Donc ça rejoint l'efficacité dont nous parlions tout à l'heure, ouais. C'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous voyez, la psychanalyse ou la psychiatrie se fonde beaucoup sur les rêves. Et les rêves, c'est les sensibles communs, c'est l'imagination. Vous voyez, un cauchemar, c'est quand, justement, dans le conditionnement humain, la quantité prend tout. Analysez bien vos cauchemars, vous verrez, vous noyez, vous ne savez plus nager, vous coulez, hein, vous ne pouvez pas respirer, vous tournez à toute vitesse, et plus ça va vite, plus c'est terrible. C'est toujours la quantité qui l'emporte sur la qualité, le cauchemar.
C'est les sensibles communs qui prennent le dessus. Vous n'avez plus le contact avec la réalité dans la qualité. Donc les cauchemars, ça peut être ça. Donc la vie, vous voyez, on a déjà découvert 2 caractéristiques du vivant qui vont nous mettre sur la piste pour faire cette analyse philosophique. La première, c'est que le vivant a son principe de vie en lui. Il n'est pas mu par un autre, mais il se meut lui-même. Regardez un enfant qui apprend à marcher. C'est extraordinaire. Il apprend à marcher. Donc c'est le mouvement vital qui est victorieux du mouvement de la nature. Quelle joie! Quelle joie il a l'enfant de marcher. Même s'il y a des chutes, il se reprend et puis il est tout content. Parce qu'il y a une autonomie nouvelle sur la nature, sur le mouvement de la nature. Il marche. Et la maman l'aide, parce qu'elle lui tend les bras, et puis l'affection de l'enfant pour la maman fait qu'il se lance. Parce qu'il a l'expérience des chutes, ça fait mal. Mais avec la maman, alors il se lance, et puis il va vers la maman. L'amour qui aide à dépasser le danger et à se lancer. Et l'enfant est heureux comme tout d'apprendre à marcher. C'est magnifique, c'est la vie qui donne une autonomie au vivant. Et cette autonomie, il va l'augmenter en créant son milieu pour l'épanouissement de sa vie. Donc, première caractéristique, le vivant a son principe de vie en lui. Deuxième caractéristique, il y a une finalité, puisqu'il crée son milieu pour pouvoir survivre. Donc, c'est bien la vie qui finalise tout. Donc, un principe intérieur qui me fait vivre, qui est source des opérations vitales en vue de l'épanouissement de ma vie. Et bien maintenant, on a tous les éléments. C'est-à-dire l'expérience au point de départ, c'est l'opération vitale. La source, elle est en moi. Et je sais que ma vie est finalisée par la vie. Une vie qui va être, si je suis une personne humaine, finalisée évidemment par la vie spirituelle, c'est sûr. Parce que c'est la vie la plus qualitative, celle-là. Tous les autres aspects de la vie qui touchent le corps sont imprégnés de quantité. Je mange, et il faut que je mange une certaine ration, sinon ça ne va pas. Je respire pareil. Et toutes les opérations vitales liées au corps sont marquées par le conditionnement humain, par la quantité. C'est là où la science est intéressante. Parce que comme elle analyse la matière, elle nous donne un regard sur le conditionnement de nos opérations vitales intéressant. Et comme je vous le disais, elle oblige le philosophe à poser de nouvelles questions. Vous voyez, en séparant les fonctions vitales de l'homme pour analyser le processus, ça pose la question de la finalité que seul le philosophe peut résoudre. Est-ce que c'est le bien de l'homme? Ça va dans le sens de l'épanouissement de sa vie, d'utiliser ce que la science découvre pour l'intégrer dans la vie de l'homme. Il n'y a que le philosophe qui peut répondre. Le scientifique, ce n'est pas son rôle. Alors, la prochaine fois, je vois que l'heure a tourné, la prochaine fois, on va rentrer dans l'analyse philosophique, c'est-à-dire on va faire le troisièmement et le quatrièmement, une première approche de l'âme au point de vue de l'expérience. Il est possible d'expérimenter notre âme, et puis, ça, c'est pas l'analyse philosophique, c'est une expérience particulière de ce principe qui est en nous. Et puis, après, on fera vraiment l'analyse philosophique jusqu'à voir l'évidence. Et si on a l'évidence, on aura quelque chose aussi de la nature de ce principe qui est en nous. C'est tellement important aujourd'hui. Je vous rappellerai au début le premier point, le contexte, qui n'est plus le positivisme, mais la théorie de l'évolution. Je vous ferai un petit résumé de cette théorie d'évolution, parce que c'est ce qu'on apprend à nos enfants, et il faut savoir répondre.
Hein. La science a des, comment dirais-je, a des précisions et au point de vue de la matière qui sont très troublantes, hein, parce que c'est pas troublant, c'est la vérité aussi, hein, la vérité scientifique qui nous dit des choses très intéressantes. Et du coup, sur la théorie de l'évolution, hein, que la transformation de l'être vivant se fait progressivement jusqu'à atteindre la réalité humaine, quel poids donner à ça? Est-ce que le philosophe peut en parler? Oui, il peut en parler. Et on verra qu'on aura atteint le principe de vie qui est immanent en nous, on a des réponses. Et des réponses qui sont évidentes sur la théorie de l'évolution. Sans parler du bon Dieu, hein. Créateur de l'âme, pour nous chrétiens, je dis entre parenthèses. On peut poser Voilà. une question? Comment? Oui, allez-y, allez-y. Alors, quand vous dites la finalité de la vie, c'est... Est-ce qu'on pourrait dire que pour quelqu'un qui n'est pas croyant que la finalité de la vie, c'est vivre? Oui, tout à fait, bien sûr. Mais il faut le renvoyer à son expérience. Voyez, toutes les opérations vitales qu'il fait, c'est pourquoi l'obliger à chercher la finalité. Et au terme, il va découvrir c'est pour l'amour. Et l'amour, c'est la vie. C'est une opération vitale. Quand vous parlez de l'âme, c'est la vie. Non, alors pour le moment, on n'a pas encore découvert D'accord. philosophiquement. Hein. D'accord. Je parle de l'âme parce que c'est un nom traditionnel pour désigner ce principe de vie qui est en nous, qui vient des traditions religieuses. Ça ne vient pas du tout des Grecs, hein. Ça vient de l'Inde. Donc l'âme, c'est un principe de vie. On va le montrer. Voilà. Pour le moment, on peut faire l'expérience, qu'on va faire la prochaine fois, l'expérience qu'il y a un principe de vie en nous. Ça, vous pouvez le dire tout de suite, parce que ce que vous faites, vous êtes autonome dans votre vie. Vous n'êtes pas mu par un autre. Quelquefois, oui, on est contraint. Hein, et normalement, vous êtes libre et vous pouvez décider quelle opération vitale vous allez faire. Pas toutes, il y en a qui sont automatiques, respirer, et là, vous ne pouvez pas vous abstenir à respirer, hein, c'est sûr. Mais voilà, ça se fait tout seul, le battement du cœur, ça se fait tout seul. Vous voyez, vous maîtrisez pas du tout. Mais tout le reste, vous le gérez comme vous voulez. Donc, il y a un principe de vie qui est en vous. J'avais encore une question. Tout à l'heure, vous avez dit l'âme est forme du corps. J'ai du mal avec le mot forme. Oui, parce qu'il y a la forme géométrique, hein, cette table elle est carrée, elle a 4 pieds, etc. Hein, c'est pas cette forme-là. Regardez la nature du bois. Elle est liée à tel arbre, et pas un autre. C'est ça la forme, vous voyez, qui détermine la matière. Si c'est un pin, si c'est un chêne, le bois n'est pas le même. C'est toujours du bois matériellement, mais c'est le type d'arbre qui donne à la matière sa texture. Et le bois en lui-même, sans l'arbre, ne peut rien dire. Ben, le bois est toujours lié à un arbre, hein, mais c'est le type d'arbre qui donne le type de matière, pas le contraire. C'est ça la forme, vous voyez. Et la forme donne l'intelligence. Je sais pourquoi ce bois a cette texture, parce que c'est tel arbre. Et tel arbre, il pousse dans tel pays, dans telles conditions, dans tel contexte. Vous voyez. Et donc, c'est pour ça que le bois est de cette manière-là. Ça veut dire que le bois est la forme de la table? Non. Non, c'est la matière. C'est pas de l'acier, c'est pas du verre, c'est du bois. Mais ce qui donne l'intelligence de ce bois, c'est l'arbre. D'où il vient. Parce qu'il a poussé dans tel pays, dans tel contexte, dans tel... Voilà. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelle la forme. Ça va ? Bon. Voilà. La prochaine fois, donc, on continuera et puis... Ça sera un passage très important la prochaine fois, hein, parce qu'on va découvrir ce principe de vie. Vous voyez, sans parler du bon Dieu, hein, du tout. C'est-à-dire que n'importe qui peut découvrir, s'il fait cette démarche philosophique, que l'homme a une âme qui n'est pas corporelle. Enfin, qui n'est pas que corporelle.
comme principe de vie. Mais l'âme porte en elle le corps. Pardon? L'âme porte en elle le corps. Alors, porte en elle, C'est pas vraiment clair. elle est liée au corps, on verra tout ça, hein. Elle est liée au corps, hein, c'est sûr. Elle est forme du corps. C'est-à-dire, elle donne au corps de l'homme sa nature, hein, comme pour le bois et l'arbre. S'il n'y a plus l'âme, le corps devient cadavérique. Et donc, il n'a plus son mouvement en lui. Il est mu par la nature. Ce qui explique qu'à la résurrection, on aura le même corps. Comment? Ce Oui. qui explique qu'à la résurrection, on aura le même corps. Oui, tout à fait. Le même Tout à fait. Corps. Le même corps, parce que c'est la même personne. Oui, oui. Voyez? Donc, c'est l'âme, notre âme, qui assumera notre corps. La personne est unique parce qu'elle est formée d'âme et de corps. Hein? L'âme créée par Dieu, pour les chrétiens, hein? Et puis le corps. Donc, à la résurrection, ça sera notre personne, donc notre âme et notre corps. Mais alors, que dire de l'incinération alors? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pareil. Le bon Dieu, il n'est pas en difficulté hein, pour reconstituer le corps, même s'il est réduit en poussière. C'est pareil. D'un os ou d'un paquet de sang, c'est pareil. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, on y va. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il a été au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.